Bonjour à tous, je vous propose de travailler dans cette nouvelle vidéo sur les effets d'une politique de dépenses publiques sur la demande. C'est une thématique qu'on retrouve dans le programme de l'enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales en classe de première et qu'on retrouve plus précisément, si on regarde le programme, dans un questionnement qui s'intitule « Comment les agents économiques se financent-ils » Donc c'est un aspect qu'on retrouve plutôt en fin de questionnement, ici. Ce qui suppose donc que pour être maîtrisé, ce mécanisme repose sur la maîtrise de notions préalables qui sont ici les notions de revenus disponibles, mais aussi celles de solde budgétaire, de recettes fiscales et non fiscales, de dépenses de l'État et de déficit budgétaire. À ces notions qui s'affichent ici, j'en rajouterai encore une qui est la fonction keynésienne de consommation. J'ai déjà consacré une vidéo à cette notion, je vous invite à vous rafraîchir la mémoire en retournant voir cette vidéo. Sachez que la fonction keynésienne de consommation n'est pas explicitement inscrite dans le programme, pour autant elle me semble extrêmement précieuse quand on veut comprendre et être en mesure d'expliquer de manière précise les effets d'une politique de dépenses publiques sur la demande. Venons-en maintenant à l'élaboration du modèle nous permettant de comprendre le mécanisme. Comme souvent en macroéconomie, c'est-à-dire quand on raisonne au niveau de l'ensemble de l'économie, l'élaboration des modèles passe par les statistiques préalablement fournies. En l'occurrence ici, les statistiques fournies par l'INSEE. Donc on a ici deux approches du PIB, l'approche par la demande et l'approche par les revenus. L'approche par la demande, normalement vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle l'équilibre ressources-emploi, qui nous dit tout simplement que au niveau global, l'offre, le PIB, est égal à la demande. C'est-à-dire que la valeur de ce qui est produit est égale à la valeur de ce qui est consommé dans le pays, ajouté à la valeur de ce qui est investi dans le pays, augmenté des produits utilisés par l'État, G, les dépenses gouvernementales, et augmenté du solde extérieur. C'est-à-dire qu'une partie des ressources produites dans le pays sont vendues en direction de l'étranger, alors qu'une partie des ressources utilisées par le pays ont été achetées à l'étranger, donc il faut les enlever ici. Et les variations de stock sont là pour équilibrer notre équation. La deuxième approche du PIB, donc l'approche par les revenus, nous indique que le PIB est égal à la somme du revenu disponible et du total des taxes. On pourrait également appeler ça les impôts, payés par l'ensemble des agents économiques du pays. On peut donc écrire d'une autre façon le revenu disponible et dire que le revenu disponible de l'économie, c'est le produit intérieur brut auquel on enlève le total des impôts payés par les agents économiques résidents. Donc on a deux équations finalement ici, l'équation de l'équilibre ressources-emploi et l'équation du revenu disponible. À ces deux équations, on en rajoute une troisième, qui est celle dont on a parlé en introduction, qui est la fonction keynésienne de consommation, du nom de John Maynard Keynes, à qui l'on doit cette fonction. Donc on voit ici que la consommation est une fonction du revenu disponible. Autrement dit, plus le revenu disponible augmente, et plus la consommation des ménages augmente également. Sauf que vous voyez ici, on a un petit c qui représente la propension marginale à consommer. C'est important de remarquer ça, puisqu'en réalité, ce que nous dit Keynes, c'est que la consommation des ménages augmente avec le revenu, oui, mais dans une proportion inférieure au revenu. Pourquoi? Parce que la propension marginale à consommer, donc petit c, qui représente le coefficient directeur de l'équation, est compris entre 0 et 1. Alors il est forcément positif, puisque c'est ça qui nous indique que la consommation croît avec le revenu disponible, mais il est inférieur à 1. Ce qui suppose que, par exemple, si la propension marginale à consommer est de 0,8, cela signifie que lorsque le revenu disponible augmente de 1 euro, alors, en moyenne, la consommation augmente de 0,8 euros. Donc la consommation augmente, oui, mais de moins d'1 euro, donc dans une proportion inférieure à la hausse du revenu disponible. On se retrouve donc avec trois équations qu'il va s'agir de combiner.
Pour la suite, on va raisonner en économie fermée, c'est-à-dire qu'on va négliger les exportations et les importations, on va négliger également les stocks. L'idée, c'est simplement d'alléger un petit peu les écritures. Il est évident que tout ce que l'on va dire maintenant reste vrai en économie ouverte ou bien en gardant les stocks. On rappelle les trois équations auxquelles nous sommes parvenus, donc la fonction keynésienne de consommation, la nouvelle expression du revenu disponible tirée de l'approche du PIB par les revenus, ainsi que l'approche du PIB par la demande, c'est-à-dire l'équilibre ressources-emploi auquel on a enlevé le solde extérieur. On peut écrire de ces trois équations l'expression suivante. Donc on a simplement ici repris l'expression du revenu disponible qu'on a fait passer donc, de l'équation 2 vers l'équation 1. On développe tout simplement. Ici, je néglige C0, qui est la consommation incompressible, là encore pour alléger l'écriture. Et je fais passer mon expression de Y ici à gauche. Ce qui me permet de factoriser par Y. Et ensuite de diviser les éléments du membre de droite par l'expression donc 1 moins C. Donc divisé par 1 moins C, ça revient à multiplier par 1 sur 1 moins C. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à ce moment pour bien vérifier que vous avez compris comment on avait obtenu cette expression. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être précisément ce quotient, donc ce 1 sur 1 moins C. Parce que c'est ça que l'on va appeler le multiplicateur. Plus précisément, le multiplicateur budgétaire. C'est cet effet multiplicateur qui va avoir un rôle clé dans le succès d'une politique de dépenses publiques. Voyons maintenant comment fonctionne cet effet multiplicateur. Commençons par reprendre l'expression mathématique à laquelle nous étions parvenus. Puisqu'on va s'intéresser uniquement aux effets de la politique de relance, donc de la politique budgétaire, on ne va s'intéresser qu'à cette partie de l'équation. On va noter ΔG, la hausse des dépenses budgétaires exigée par une politique budgétaire expansionniste. Si on considère que les impôts et l'investissement privé sont constants, alors on peut noter que la hausse du PIB ne va être provoquée dans notre modèle que par une hausse des dépenses publiques. Donc la hausse du PIB est égale à la hausse des dépenses publiques multipliée par notre fameux multiplicateur, donc 1 sur 1 moins C. Si on écrit cette équation, on peut également écrire l'expression du multiplicateur de la façon suivante. Concrètement, une application toute bête. Imaginons que les dépenses budgétaires augmentent de 1 euro, que la propension marginale à consommer des ménages est de 0,6, alors, dans ce cas, le multiplicateur est égal à 2,5, ce qui signifie que le PIB va augmenter de 2,5 euros. Pour 1 euro de dépenses budgétaires supplémentaires, j'ai 2,5 euros de PIB supplémentaire. Deuxième cas de figure, on augmente toujours les dépenses budgétaires de 1 euro, mais cette fois-ci, la propension marginale à consommer est de 0,8. Dans ce cas, le multiplicateur est plus grand, puisqu'il s'élève à 5, ce qui correspond à une augmentation du PIB de 5 euros. Autrement dit, vous le voyez, plus la propension marginale à consommer est élevée, plus le multiplicateur est élevé, et donc plus la hausse des dépenses budgétaires a un effet important, un effet positif important sur la hausse du PIB. On peut s'amuser à aller un tout petit peu plus loin et imaginer que la relation entre le PIB Y et les dépenses budgétaires G peut être représentée par une fonction affine. Cela supposerait donc que plus les dépenses budgétaires augmentent, plus le PIB augmente également. Imaginons qu'on parte d'un niveau de dépenses budgétaires A correspondant à un PIB YA et qu'on augmente, suite à une politique budgétaire expansionniste, on augmente ces dépenses budgétaires de GA vers GB. Puisque notre fonction est croissante, on voit donc que YB est plus grand que YA.
la hausse des dépenses budgétaires a bien provoqué une hausse du PIB. Donc YB moins YA correspond à delta Y, GB moins GA correspond à delta G. On sait que lorsqu'on fait YB moins YK divisé par GB moins GA, on a le coefficient directeur de la fonction. Autrement dit, A ici est égal à delta Y sur delta G. Alors pourquoi remarquer ça? Parce que ça nous permet d'interpréter précisément l'effet multiplicateur et d'observer que lorsque G augmente de 1 euro, alors Y, donc le PIB, augmente en moyenne de A euros. Donc si on suppose qu'il y a une fonction affine qui lie le PIB aux dépenses budgétaires, alors le multiplicateur correspond au coefficient directeur de la fonction. On voit donc pourquoi est-ce que l'on parle d'un effet multiplicateur. On dira qu'il y a effet multiplicateur lorsque la hausse des dépenses budgétaires entraîne une hausse plus que proportionnelle du produit intérieur brut. Reste alors une question, comment expliquer cet effet multiplicateur? Pour répondre à cette question, on va imaginer que l'État augmente ses dépenses de 1000. Donc l'État fait un investissement public, delta G donc est égal à 1000, les dépenses budgétaires augmentent de 1000, par exemple pour rénover une route. Concrètement, on va se demander quels sont les effets de cet investissement public dans l'économie. Pour analyser ces effets, on va utiliser un tableau. Donc cet investissement public entraîne un revenu supplémentaire de 1000. En effet, l'entreprise qui va être chargée de rénover la route va toucher un revenu supplémentaire de 1000 qu'elle va verser à ses salariés et à ses actionnaires. Ces salariés et ces actionnaires vont donc pouvoir consommer davantage. Si la propension marginale à consommer est de 0,8, alors 1000 fois 0,8, la consommation supplémentaire va être de 800. On voit donc que grâce à l'investissement public initial, la consommation des ménages va augmenter de 800. Le reste part dans l'épargne. Cette consommation constitue le revenu d'autres agents. Par exemple, les salariés de l'entreprise de travaux publics vont dépenser leurs revenus auprès d'autres entreprises. Par exemple, des entreprises qui fabriqueraient des voitures. Autrement dit, la dépense des salariés de l'entreprise de travaux publics va permettre à d'autres ménages de pouvoir à leur tour consommer. Si la propension marginale à consommer est toujours de 0,8, alors il va y avoir une consommation supplémentaire de 640, le reste passant en épargne. Mais là encore, cette consommation se fait auprès d'autres agents, peut-être les salariés d'une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, des machines à laver par exemple. Donc ces 640 vont constituer les revenus d'un nouveau groupe de salariés qui vont à leur tour pouvoir consommer davantage et épargner davantage. Donc ce qui est important de remarquer, c'est que chaque dépense de consommation, finalement, permet d'augmenter le revenu d'un autre ensemble de ménages. Donc on peut continuer à remplir le tableau selon le même principe. Et on va se demander jusqu'à quand est-ce que cette distribution de revenus va-t-elle continuer? À quel moment est-ce qu'on va arriver ici à 0? La réponse, elle est toute simple, elle est dans le multiplicateur. Concrètement, le total des revenus supplémentaires, donc ce que je vais avoir ici, s'obtient à l'aide du multiplicateur. Donc si j'applique la formule, je vois que le total des revenus supplémentaires va être ici de 5000. Le total de la consommation supplémentaire va être de 4000. Le total de l'épargne supplémentaire va être de 1000. Remarquons que l'épargne supplémentaire est égale, en fin de processus, à l'investissement public de départ. Autrement dit, le processus s'achève lorsque l'épargne supplémentaire, delta S, est égale à l'investissement public initial. Alors comment est-ce que c'est possible?
si vous avez abordé en mathématiques les suites géométriques, vous allez comprendre ce que j'écris ici. Si vous n'avez pas vu les suites géométriques, alors, évidemment, vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce qui s'affiche maintenant sur l'écran. Peu importe, ce que vous devez retenir ici, c'est que le processus s'achève lorsque le total de l'épargne supplémentaire est égal au total des dépenses budgétaires initiales. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai inscrit ici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. J'espère que tout ceci vous a paru clair et je vous dis à bientôt.